Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fragal pour un nouveau numéro. Très heureux de vous retrouver en espérant que vous allez toutes et tous très bien. Numéro spécial, un premier numéro spécial consacré au championnat du monde de Kigali. Et oui, ça y est, ça arrive à partir de dimanche pendant 8 jours de suite. On va enchaîner les courses. Moi, c'est une des périodes que je préfère dans l'année. On va démarrer par toutes les épreuves contre la montre, chez les élites, chez les espoirs, chez les juniors. Et puis en deuxième partie de semaine prochaine, on passera là cette fois-ci aux épreuves en ligne. Donc voilà, ça va être la fête du vélo pendant plusieurs jours au Rwanda. Donc voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur les épreuves du contre-la-montre, et pour en parler avec moi, quelqu'un, vous avez de la chance, et moi ici il m'a beaucoup manqué, je suis très heureux de le retrouver, c'est Poppy. Comment ça va, Poppy? Salut à tous. Bah écoute, très heureux d'être de retour après une longue période estivale. Super heureux de pouvoir parler de ces championnats du monde au Rwanda. C'est les premiers en Afrique depuis que les championnats du monde existent, donc depuis 103 ans. Donc voilà, en plus le Rwanda, on sait, hein, terre de vélo, fan de vélo, avec notamment le mythique mur de Kigali que je pense pas mal de personnes connaissent. Donc vraiment, je pense qu'on va avoir une semaine de championnat du monde déjà sportivement très intéressante, on va en parler. Et puis même en termes de supporters au bord de la route, d'ambiance, d'énergie, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Tout à fait, bon Poppy, il faut rassurer nos suiveurs, hein. C'était une longue période où on t'a pas vu, mais de nouveau tu vas être très récurrent sur les prochains podcasts. Oui, mais oui, évidemment, Ah évidemment, voilà, ne pas parce que s'inquiéter. voilà, C'est la rentrée, on se remet les dedans. suiveurs étaient inquiets, hein, de Radio Fringale. Ils se demandaient où Non, était pas passé d'inquiétude. Poppy. Tout va bien, ne vous en faites pas. Bah, très bien. Bon, bah du coup, alors, peut-être avant qu'on rentre dans le sujet, et puis qu'on parle de ces mondiaux, des parcours, des favoris, etc. Déjà, bah voilà, c'est un petit peu des mondiaux assez spéciaux, puisque c'est des mondiaux en Afrique, au Rwanda. Donc voilà, c'est un peu une originalité. C'est vrai que ça arrive pas souvent qu'on fasse des grandes courses là-bas. Alors c'est vrai qu'il y a le Tour du Rwanda, il y avait, je sais plus si ça Ouais. existe encore, le Tour du Faso au Burkina Faso. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces mondiaux au Rwanda? Est-ce que on n'est pas un petit peu entre ouais, c'est super parce que bah voilà, ça permet de donner de la visibilité à ces terres qui sont finalement des terres de vélo. Est-ce que ça peut permettre aussi également de les bah voilà, au vélo de grandir dans ces pays qui sont très matures sur des sports comme le foot par exemple, mais beaucoup moins sur le vélo. Et puis en même temps, voilà, on sait que c'est un pays avec des zones un petit peu de guerre, etc. Donc voilà, t'as quelle vision un petit peu de ces mondiaux? Est-ce que t'es content? Est-ce que t'es plutôt pas trop content? Comment tu vois le truc? Bon, écoute, je suis quand même assez content. Déjà, je trouve ça bien que le cyclisme s'exporte complètement international. On avait eu des mondiaux en Asie avec le Qatar en 2016. On avait eu des mondiaux en Australie, donc en Océanie. On a évidemment eu en Europe. On a eu aussi en Amérique avec le Canada et les États-Unis. Voilà, ça fait du bien que le vélo s'exporte un peu sur le continent africain, en tout cas le vélo mondial, puisque le Tour du Rwanda, ça reste une course qui est pas encore une course. C'est une 2.1, je crois, hein, donc Oui, c'est on pas n'est une pas encore course. non plus. Il y a pas Voilà, beaucoup c'est pas d'équipes européennes qui y ont. Il y a Total souvent exactement. qui y va. Et Ouais, après, voilà, il y a peu d'équipes. beaucoup d'équipes C'est pas une locales course en tout aussi. cas dont on entend beaucoup parler Ouais, en Europe, quoi. Faut vraiment être un grand fan du oui, vélo pour suivre cette course. une course beaucoup gagnée aussi par des coureurs locaux, hein, donc voilà. Mais c'est quand même un pays de vélo, c'est une région, voilà, on avait connu des gars comme Tekle Manot, par exemple, qui avaient lancé un petit peu ce côté du vélo en Afrique. On sait que c'est une terre vraiment de vélo, et c'est bien aussi pour les supporters, pour toutes les personnes qui aiment ce sport, de pouvoir le découvrir et d'amener le vélo, on va dire, professionnel. Plus ici au Rwanda, en plus des paysages magnifiques, ça on le voit. Une édition cette année qui est catégorisée comme l'une des éditions les plus dures des mondiaux. Je pense que le cadre en font partie. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va avoir des mondiaux assez relevés. Et puis voilà, je pense que les supporters aussi vont être présents. C'est la première fois, on l'a dit, en plus de 100 ans que les mondiaux arrivent en Afrique. Voilà, je pense qu'il va y avoir vraiment une belle fête sur cette semaine. Et voilà, c'est aussi l'occasion de faire rayonner ce sport sur un continent dans lequel le vélo commence à émerger petit à petit, commence à prendre sa place, hein. On le voit de plus en plus, des coureurs africains dans le peloton. On avait l'habitude de gars comme par exemple aussi Daryl Impey, des Sud-Africains, etc. Mais voilà, là, on a vraiment
On est vraiment dans le cœur du continent et puis ça fait plaisir d'avoir des mondiaux qui s'exportent un petit peu et qui sont pas, on va dire, centrés sur l'Europe. Ouais, ouais, bah c'est vrai qu'après l'Europe, c'est la terre historique du cyclisme, évidemment, mais moi aussi je trouve que c'est une bonne chose si derrière ces mondiaux sont au-delà d'être, enfin juste d'être, on fait les mondiaux au Rwanda, c'est chouette parce que c'est un beau parcours et puis parce que ça change. Faut à la fois que ce soit une vitrine qui permette de mettre en avant justement ce pays qu'est le Rwanda, mais il faut également que ça serve à l'avenir ensuite pour développer le cyclisme là-bas. Voilà, ce serait dommage que Tout à on fait. soit arrivé au Rwanda, on ait fait des mondiaux là-bas, bon bah voilà, c'est super, et puis ensuite, basta, il se passe rien du tout. Donc pour moi, ça doit être un commencement, ces mondiaux, ça doit être une plateforme qui peut permettre au cyclisme de continuer à se développer dans ce pays et puis dans d'autres pays en Afrique. Effectivement, j'ai vu une interview de Binyam Girmay il n'y a pas longtemps qui disait, voilà, il faut vraiment que ce soit une vitrine au maximum, il faut vraiment que ce soit valorisé au maximum, parce que même si on ne se rend pas forcément compte, mais le vélo reste assez développé en Afrique, mais très très loin de sports comme bah, le foot, on sait bien, etc. Donc voilà, moi j'espère vraiment que c'est le début de quelque chose et que ça va permettre voilà, d'avoir toujours plus de coureurs comme les Agos Beret, comme les Binyam Girmay. À un moment, on avait du Tekle qui était érythréen, je crois, Daniel Tekle. Enfin, Ouais, c'est ça. voilà, on a quelques coureurs comme ça qui commençaient à pointer le bout de leur nez sur le. Même Chris Voilà. Froome, hein, ses origines Ouais, kenyanes qui étaient alors remises un oui. peu à l'avant, Bon, après, Chris etc. Froome, Non, mais il a peu vécu au Kenya. Il était quand même de nationalité britannique, donc oui, c'est oui, mais ça avait différent. été mis en avant. C'est vrai, c'est différent. Mais là, pour le coup, et j'ai l'impression que Binyam Girmay, c'est vraiment le meilleur ambassadeur depuis 2 ans. Ouais. Ça reste des cas très rares, mais il y a encore 20 ans de ça, on était encore très loin d'avoir comme ça des Oui. coureurs d'Afrique qui sont dans le peloton vraiment en première division et qui brillent. Donc voilà, il faut continuer là-dessus. Il faut que ces mondiaux vraiment soient une avancée pour l'essor du vélo en Afrique, qui est quand même évidemment bien en retard par rapport aux pays occidentaux. Et bah écoute, maintenant je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors on vous fera Mhm. bien évidemment une preview la semaine prochaine de toutes les courses en ligne. Aujourd'hui on va se concentrer sur le contre-la-montre, mais j'ai envie de dire que autant on parlait depuis longtemps de cette course en ligne et de se dire que c'était le circuit le plus difficile de vélo qu'on n'a pas vu depuis longtemps, autant que ce soit chez les femmes, puisqu'on va parler des femmes et des hommes aujourd'hui sur le chrono, c'est également un contre-la-montre qui a rien d'un contre-la-montre pour pur rouleur et un Ah contre-la-montre oui. qui est très difficile. Je vais peut-être te laisser décrire un peu le parcours. On peut commencer par la course homme. Tiens, tu as parfaitement fait la première rampe de lancement sur ce parcours Eh ouais. du contre-la-montre des championnats du monde. Tu étais la petite descente, tu vois, qu'il y a en aide. Mais je pense malheureusement que cette petite descente ne suffira pas à traverser tout le parcours, puisque, comme tu as dit, on a un parcours vraiment exigeant. On avait l'habitude des vainqueurs rouleurs sur les contre-la-montre. Là, je pense que le vainqueur de cette année, bah, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, sera un excellent rouleur, mais aussi un excellent descendeur et surtout un excellent grimpeur. Un parcours plutôt accidenté, plutôt bosselé. On va commencer par le parcours femme, si tu le veux bien, Titien. Ah bah si Avec tu trois veux, côtes allez, répertoriées. honneur aux femmes, hein. Eh ben, allons-y, honneur aux femmes. Trois côtes répertoriées donc, dans ce parcours de 31 km pour un dénivelé total de 460 mètres. On aura la côte de Nyanza qu'on va passer à deux reprises par deux côtés différents. En fait, donc on va faire un demi-tour arrivé au bout de cette côte. Donc une première partie avec 2,5 km à quasiment 6% de moyenne. Et enfin, sur le retour, 4,1 km à 3,1% de moyenne, donc beaucoup plus roulant là-dessus. Et on finira par la côte de Kimiu Rural, 1,3 km à 6,3%, une côte qui aura la particularité d'être dans le centre de Kigali, d'être une côte pavée. Et ensuite, un petit finish avec une petite montée non répertoriée pour arriver au centre de Kigali. Donc voilà un parcours de 30 km assez exigeant chez les femmes. Pardon. Une première partie plutôt roulante pour sortir de la ville avant d'attaquer la première difficulté. Et ensuite, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend jusqu'à la dernière côte. Et enfin, on remonte tout droit vers l'arrivée. Donc voilà, ça va être un enchaînement assez costaud. Et la gagnante de cette épreuve sera très certainement et sans aucun doute la plus forte du parcours. Ouais, ouais, bah ouais, sacré contre-la-montre. Une bonne distance finalement pour un contre-la-montre femme. C'est vrai que Ouais, parfois on a eu des mondiaux ces dernières années où on était quand même sur des distances un peu décevantes. Donc effectivement, moi j'ai envie de dire, je sais pas si tu es d'accord avec moi en voyant ce parcours, un parcours difficile, mais
où les rouleuses restent comme, enfin, grosso modo, si t'es pas une top rouleuse du peloton, mine de rien, il y a quand même des longues, tu vois, je pense, si t'enlèves finalement les deux premières côtes, le reste, c'est des longues portions de faux plats descendants où là, il faudra de la puissance. Il faudra vraiment bah, voilà, savoir très très bien rouler contre la montre. Donc, c'est un circuit difficile. Mais voilà, contrairement au circuit homme que je trouve encore plus difficile, et cette fois-ci, il faudra vraiment savoir grimper. Ouais, il y a des côtes quand même, mais on sait d'ailleurs que chez les femmes, les meilleurs spécialistes en plus, ce sont des filles qui montent plutôt bien. Donc, moi, je m'attends quand même à voir des spécialistes du contre-la-montre dominer ce chrono femme dimanche. Ouais, je te rejoins, Titien. Alors en plus, on l'a pas dit, mais les conditions, elles seront idéales, hein. On sera entre, je pense, 25 et 27 degrés à peu près, avec du soleil, et aussi à prendre en compte dans ces mondiaux où on est à une altitude moyenne d'environ 1500 mètres. Ouais. Donc, Et de l'humidité aussi. Un taux oui, d'humidité qui est et de différent l'humidité, ouais, beaucoup plus fort que celui tout à fait. en Europe. Donc, Mais mais voilà. Après, je ouais. pense qu'on n'aura pas de surprise. La Non, gagnante, ce voilà. sera une fille qu'on a l'habitude de voir en avant sur des formats de contre-la-montre. Alors après, est-ce que ce sera vraiment une pure rouleuse qui s'imposera? Ça, encore une fois, moi, j'en suis pas vraiment certain. Ouais. Bah écoute, je te propose qu'on regarde un petit peu la start list. Alors, si je Hmm. t'énumère un petit peu l'ensemble des filles qui vont être présentes au Il y a du départ, beau nom. voilà, il y a Demi Vollering qui est la championne du monde en titre, Katia Niemanova, Marlène Reusser, Juliette Labousse, Van der Breggen, Kerbaol, Niedermayer, Henderson, Dijgert. Voilà, alors, la plupart de ces filles, mine de rien, c'est des excellentes rouleuses, mais c'est des filles qui savent également grimper. Donc finalement, voilà, je là où je dis ça, contrairement à chez les hommes où on parlera de la start list et on a beaucoup d'absents de marque, j'ai l'impression que chez les femmes, tout le monde est là. Vraiment, il y a toutes les meilleures rouleuses de la planète qui seront présentes, à part peut-être une Lotte Kopecky qui est quand même une excellente rouleuse qui va faire l'impasse sur ces mondiaux. On a quand même le gratin des femmes qui va se disputer la victoire sur ce chrono. Ouais, clairement, c'est des filles qui ont tout au moins une fois gagné un chrono dans les dernières années, si ce n'est sur cette saison. Donc voilà, on va avoir le gratin du contre-la-montre qui va se réunir. On a de très beaux noms qui n'arrivent pas forcément avec le même état de fraîcheur ni le même état d'entraînement. Mais dans tous les cas, on aura vraiment, je pense, une très belle bataille tout au long du parcours. Et ce sera très, très intéressant à suivre. Surtout que, bah, aussi, côté français, on aura quelques belles chances avec nous. Mais voilà, les spécialistes, elles sont là, à part, tu l'as dit, euh, l'Autocopéki qui fait l'impasse. Mais sinon, voilà, on a quand même des très gros noms qui seront là. Et facile de dégager beaucoup de favorites, mais très difficile de dégager une pure favorite sur un parcours comme ça. Ouais, quand tu regardes le parcours et quand tu regardes la start list, alors pardon, j'ai dit une grosse bêtise, hein, Demi Vollering n'est pas la championne du monde en titre du Oui, contre-la-montre, c'était Grace Brown qui avait gagné l'an dernier et qui n'est plus qui coureuse qui n'est pas cycliste là. actuellement. Voilà, derrière l'an dernier, ensuite c'était Vollering, Dijgert, Niedermayer, Kopecky, Henderson. Donc voilà, il y a une Helen Van Dyke qui est pas présente sur cette, il me semble, hein, je l'ai pas vue sur la start list, mais Non, non. à confirmer. Mais Ah voilà, non, c'est pour non. le coup, elle, ce serait peut-être un petit peu trop dur pour elle. Mais grosso modo, tout le monde est là. Et alors, dans cette start list dont on a parlé par rapport au parcours, est-ce qu'il y a une fille où tu te dis quand même, ouais, là, tout est combiné, et la forme du moment, etc., pour qu'elle soit championne du monde du chrono? Moi, il y a un profil qui me plaît bien. Alors après, c'est une course qui n'a pas couru depuis quasiment 2 mois. C'est Marlène Reusser. J'aime beaucoup le profil de Marlène Reusser. On sait, ça monte très très bien en termes de pour rouler. Franchement, c'est assez costaud. Et puis, on a aussi ce côté, tu vois, cette petite côte pavée à la fin qui peut venir faire très très mal. Et voilà, Marlène Reusser, qui est quand même une coureuse qui, sur des classiques, a montré qu'elle avait l'expérience et qu'elle savait se débrouiller. Un dixième du Tour des Flandres cette année, par exemple. Je pense que c'est une coureuse qui pourrait faire la différence et qui pourrait avoir un bon profil. Je la trouve un peu plus complète quand même qu'une fille comme par exemple Chloé Dijgert. Je la trouve meilleure rouleuse que par exemple Demi Vollering. Voilà, je trouve qu'elle se dégage beaucoup de qualité par rapport à certaines prétendantes. Malheureusement, elle n'a pas couru depuis le Tour de France, si je dis pas de bêtises, donc ça va commencer à être un petit peu dur pour Marlène Reusser. Mais voilà, je trouve qu'elle a en fait, je trouve qu'elle a à chaque fois une qualité sur les différents points du parcours. J'aime beaucoup le profil Marlène Reusser, mais le seul défaut pour moi qu'elle a, c'est vraiment ces 2 mois sans course qui peuvent peut-être se faire ressentir.
Ouais, c'est vraiment difficile parce que en plus, je viens de regarder, il n'y a pas eu de contre-la-montre de l'année chez les femmes. Bon, après, il y a eu contre-la-montre des championnats nationaux, mais sinon, si tu prends la La Vuelta, première étape du Giro, il y a eu un contre-la-montre sur la dernière étape du mais pas Giro. long, hein. Sur la première du Giro, je crois. Ah oui, Mais pas très long, je crois, je hein. suis pas sûr, hein, c'était pas un chrono par équipe ou... Attends, que je regarde sur la première étape du Giro. Ouais, c'était un contre-la-montre effectivement de 15 qui... non, ça c'était l'année dernière. Bah non. Cette année sur le... Si, effectivement, il y a eu un contre-la-montre de 14 Ouais, km sur la première étape du Giro remporté par Reusser. Mais ouais. effectivement, et en fait, c'est là où c'est toutes les concurrentes qui ont brillé sur ce chrono. Il y en a peu quand même qui sont au championnat du monde. Effectivement, et le chrono a été remporté par Reusser, mais derrière Kopecky, Elisa Longo-Borghini, je crois pas que je l'ai vu sur la start list du contre-la-montre non plus. Non Derrière, plus. c'était Inanna van der Breggen, mais est-ce que van der Breggen, c'est une des grandes favorites de ce chrono? Je sais pas. Et donc voilà, finalement, tu vois, quand je pense à des Demi Vollering, des Chloé Dygert, des coureuses comme ça, des Juliette Labousse, par rapport à Marlène Reusser, mais dont on savait déjà que c'était une excellente rouleuse, on n'a pas de référence cette année. Donc moi aussi, Marlène Reusser, c'est le nom auquel j'ai pensé en premier, parce qu'on sait que elle, sa discipline de prédilection, même si maintenant elle est devenue une coureuse très complète, c'est le contre-la-montre. Elle grimpe très bien, elle roule très bien. Pour moi, c'est la favorite logique au vu de ses capacités. Mais comme tu l'as dit, Marlène Reusser, après un gros début de saison jusqu'au Giro, bah voilà, ensuite, fin du Giro, elle est tombée malade et elle a perdu pied face à Longo Borghini. Tour de France, elle abandonne sur la première étape et ensuite elle a disparu sur ses championnats nationaux. Ça s'est pas très bien passé. Donc on n'a aucune certitude sur l'état de forme de Marlène Reusser qui, en tout cas, sur les dernières courses qu'elle a faites, elle était pas très bien. Donc moi, je vais pas partir sur Marlène Reusser en tant que prono, mais je vais prendre peut-être le choix le plus facile, mais Demi Vollering quand même me semble pouvoir accrocher cette victoire sur ce championnat du monde. Demi Vollering, c'est quand même, bah voilà, elle finit juste derrière Brand l'an dernier. On s'en souvient, l'an dernier, il y avait également une grosse côte, hein, de mémoire sur le chrono, qui avait fait pas mal de différences. Et du coup, Demi Vollering a terminé deuxième de ce contre-la-montre. C'est une fille également, quand elle remporte le Tour de France en 2023, il y a un chrono qu'elle remporte aussi. Donc, et puis l'année dernière, Demi Vollering, elle remporte aussi le chrono du Tour de France. C'est une fille voilà, c'est très très bien roulé. C'est pas une pure spécialiste du contre-la-montre, mais là, un chrono qui est pas tout plat, avec ses montées, avec cette puissance qu'il faut envoyer aussi, avec ce final difficile. J'ai envie de croire en Demi Vollering sur ce contre-la-montre qui a quand même montré que même si elle était battue par Pauline Ferrand-Prévot, un petit peu blessée suite à sa chute au Tour de France, elle a très bien réagi pour finir deuxième de la grande boucle. Donc hormis Pauline Ferrand-Prévot qui était juste trop forte, Demi Vollering, elle a montré sur les grands tours sur le total de l'année avec sa victoire sur l'Estrade Bianche, sur la Vuelta et sur toutes les courses Mm. par étapes qu'il y a eu après, que c'était quand même bah voilà, la fille la plus constante en tout cas sur l'ensemble des courses cette année. Donc ouais, quand je vois ce contre-la-montre, moi j'ai envie de penser à Demi Vollering, peut-être même Forcément. avant Marlene Reusser, dont l'état de forme m'est vraiment inconnu. Ouais, non, mais ça se comprend. Je pense que pour moi, c'est les deux gros noms c'est les deux noms qui sortirent un petit peu plus du lot, tu vois. Évidemment, il y a des filles qu'il faut pas laisser non plus sur le côté, hein. Je pense à bon, Anna Anderson, mais voilà, malheureusement, je pense que pour Anna Anderson, les montées sont peut-être un Ouais, petit peu trop elle dures. est très forte sur chrono plat, j'ai l'impression. Ouais, Au ouais. JO l'année dernière, elle avait fait des excellents chrono JO, mais je pense que là, Puis c'est tu comme Chloé vois, Dygert, ça peut être voilà, Chloé difficile Dygert, pour elle, hein. pareil. Pour moi, c'est trop, ça monte trop pour une Chloé Dygert et je pense que malheureusement, il n'y a pas assez de plats pour qu'elle puisse faire une grosse différence. On Ouais, l'a vu, hein. Elle est très forte, mais elle se fait quand même parfois un petit peu, elle peut se faire rattraper par différents adversaires. Donc, j'ai aussi laissé un petit peu tomber ce profil-là et voilà, c'est des profils qui, certes, c'est des très bonnes rouleuses, Anderson et Reusser, pardon, Dygert, mais il y a ces montées à gérer et je pense que sur une course de 31 km où tu vas être à 110% tout le long, je pense que pour des pures rouleuses, ça risque d'être un petit peu trop compliqué. ouais. Alors, moi, j'y crois pas sur ces deux filles pour la victoire, mais notamment une Chloé Dygert sur le podium. Pour moi, c'est loin d'être improbable parce que, alors, c'est pas une Mm. grimpeuse, mais c'est quand même une très bonne puncheuse, Chloé Dygert.
elle sait passer les bosses. L'année dernière, Grace Brown, elle remporte quand même un contre-la-montre qui était loin d'être facile. Donc, faut jamais sous-estimer des spécialistes du contre-la-montre, mine de rien, même sur un chrono qui est difficile. Ça reste des rouleux, ça reste des filles qui vont prendre quand même beaucoup de temps hein, sur les parties plutôt en faux plat descendant. Et il y a quand même une vingtaine de kilomètres sur ce chrono, sur les 30 du chrono qui vont être en faux plat descendant. Donc, ouais, moi je pense que la victoire se jouera entre Vollering et Rosser si Rosser est à son top. C'est les deux profils qui me conviennent le mieux, à la fois sur leur capacité chrono et sur le fait qu'elles savent très très bien grimper. Mais derrière, pour moi, les deux principales concurrentes, je dirais, pour le podium, c'est Anna Anderson et Chloé Dygert. Je sais pas si tu vois une autre fille, toi. Est-ce que Niemadova, par exemple, qui est pas forcément la meilleure rouleuse, enfin, qui sait limiter sans être la meilleure rouleuse, est-ce que tu la vois profiter de ce parcours pour faire une perf ou tu penses que dans tous les Non, cas, c'est pas une assez bonne rouleuse pour même faire non, un podium? non, je pense qu'elle sera même pas sur le podium. Nevadoma, c'est pas son objectif, je pense, ce chrono. Et je pense que ça sera vraiment trop juste en termes. Ses qualités de grimpeuse ne font pas la différence. C'est la différence par rapport à des filles qui roulent extrêmement bien, quoi. Enfin, voilà, Vollering monte pour moi mieux que Kasia Neviadoma et en plus roule mieux. Donc, à partir de là, ça sera trop compliqué pour elle. Mais tu vois, une personne, une fille qui, moi, le profil m'intéresse beaucoup, c'est Juliette Labousse, Ah bah j'allais te lancer qui, elle sur aussi. les Eh françaises, ben, donc vas-y. tu vois, bah, c'est la transition parfaite, si on est dedans. Mais tu vois, voilà, pour parler des Français, des Françaises un petit peu, Juliette Labousse, pour moi, pareil, ça répond à un profil idéal. Très bonne rouleuse, très bonne grimpeuse, qui a l'habitude des chronos et des efforts assez longs aussi, qui a longtemps été qui a ce côté aussi bagarreuse, on la sait, hein, elle a joué beaucoup les classements généraux, elle s'est beaucoup accrochée, notamment, on se rappelle, sur son Giro 2023, je crois, où elle fait deuxième, où je crois qu'elle va chercher la deuxième place. À la dernière étape, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Juliette Labousse, c'est sur un parcours exigeant comme ça, je pense que c'est une très très grosse carte. Et pour moi, là, Juliette Labousse, on a clairement une chance de podium du côté de l'équipe de France parce que c'est un profil pour moi qui lui correspond complètement. Il y a de quoi rouler, il y a de quoi grimper. Je pense que Juliette Labousse, ça peut être la bonne cote du côté de l'équipe de France. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas. C'est dur à se dire. Elle roule très très bien, Juliette Labousse. Après, sur son dernier contre-la-montre, tu vois, elle a fini derrière des coureuses comme Urska Zigart, la compagne de Pogacar, qui est pas vraiment une rouleuse et tout. Donc, franchement, c'est difficile. Elle a quand même pris une valise par Cédric Kerbaol sur les championnats de France cette année, hein. Elle se prend quand même 35 secondes sur la coureuse de l'équipe IF. Donc, je sais. En fait, j'ai du mal à prédire. Il y a des journées où Juliette Labousse cette année, elle a été monstrueuse. Et il y a des journées où elle m'a beaucoup déçu. Et du coup, j'ai vraiment du mal à parier sur cette coureuse cette année. Je sais pas, tu vois, moi j'avais plutôt te parler de Cédric Kerbaol, enfin, son chrono des championnats de France était quand même assez monstrueux, hein, Cédric Kerbaol cette année, sur une distance très très similaire, alors le chrono était tout plat, mais sur une distance très similaire de 27 km, là ici Mm. on va être sur 31. Je trouve quand même qu'elle a été hyper costaud de cette année, Céline Carbol, quand même, quand je repense à son Liège-Bastogne-Liège, enfin, elle est là à la bagarre pour gagner Liège-Bastogne-Liège, quoi. Donc, je la trouve vraiment forte. Elle a fait un très très beau Tour de France aussi. Même si, tu Elle vois, fait une très Juliette belle saison, Labousse hein. finit juste à la place devant. Faut pas oublier que Cédric Carbol, elle avait eu un souci sur une étape. C'était la dernière étape. D'ailleurs, je crois qu'elle a été victime d'une chute, si je dis pas de bêtises, qui lui fait redescendre au classement général. Mais sinon, elle était Oui. très bien partie pour quasi faire top 5. Donc, moi, je la trouve très très Ça. constante et c'est elle qui va être ma grosse cote vraiment pour un podium. J'ai quand même du mal à y croire pour le podium face par exemple à une Chloé Dygert, mais je vais suivre Cédric Carbol qui je trouve fait que progresser et qui m'a impressionné. Son chrono des championnats de France était quand même assez éloquent, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord. Son chrono des championnats de France, il est parfait. Sa saison, elle est vraiment en constante progression et on commence à avoir une coureuse qui arrive dans le haut du panier des top coureuses mondiales. Mais sur une course comme ça, comme les championnats du monde, je pense que l'expérience doit parler. Et je crois que Céline Kerbal, c'est ses premiers championnats du monde ou deuxième, je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises non Elle y plus. était l'année dernière aussi, je crois qu'elle avait fait 14e du chrono. Ouais. Donc voilà, j'ai l'impression qu'une Juliette Labousse
a plus l'expérience pour ce genre d'épreuve. Le chrono du championnat de France, encore une fois, il est extrêmement différent, hein, du chrono qu'on a ici. Ça donne certes une bonne indication à plat, mais là, on a quand même un enchaînement de montées et de descentes avec du plat, etc. Voilà, il va falloir bien gérer ses efforts. Et oui, Céline Carvalho, pour moi, réalise une très grosse saison et je pense que l'année prochaine, ça peut être encore mieux. Mais voilà, je pense que Juliette Labousse, qui est aussi en recherche de résultats cette année, a peut-être l'occasion, entre guillemets, hein, de sauver sa saison sur ses chronos. Ouais, moi je crois plus en la carte Juliette Labousse quand même. Je crois un petit peu plus en cette carte-là. Mais au moins c'est bien, ici on voit tous les deux peut-être une Française sur le podium et c'est ça qui est beau. Ah, j'ai Chacun pas peut dit, piocher j'ai où il dit veut. que c'est ma grosse cote, voilà. Oui, Mais bah tiens, avant qu'on passe aux hommes, c'est quoi c'est quoi ton prono de podium pour ces mondiaux de chrono chez les femmes? je vais garder la triplette qu'on a parlé. Je pense que Marine Reusser va avoir un petit coup et ça va être un peu compliqué d'aller chercher la victoire avec ce manque de compétition. Donc je la vois bien en deuxième position. Je vois Demi Vollering s'imposer quand même. Voilà, le parcours pour moi est quand même assez parfait pour elle. Et puis derrière en troisième position, ben écoute, je vais mettre ici Juliette Labousse. Voilà. Ok, et bah moi je pense que ça va être très 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 serré ça va être un duel à fond entre Rosser et Vollering et je vois Denny Vollering gagner légèrement face à Marlène Rosser et Chloé Daigert aller chercher la médaille de bronze et ouais, peut-être ouais, je suis moins confiant sur les Françaises donc je vais pas me prononcer sur elles sur le podium donc mais j'aimerais bien et ma grosse cote comme j'ai dit ce sera Kerbal podium voilà. Eh ben écoutez, dites-nous dans commentaire en tout cas, c'est quoi vos pronos pour ce contre-la-montre femme et puis on en reparlera, on verra qui a été le plus proche de trouver le bon podium. Évidemment. On passe aux hommes. Ouais. Je vais te laisser nous présenter le parcours, mais alors juste avant que tu présentes le parcours, chez les hommes quand même, il y a une vraie différence là où chez les femmes. Il y a tout le monde. Bah, chez les hommes, on sent que le parcours a énormément joué dans les choix Ouais. de coureurs d'être présents. Alors, il y a quand même des purs rouleurs qui sont là. Remco Il y a du Evenepoel, beau. forcément, il y a Stéphane Kung. Mais derrière, Joshua Tarling, je crois qu'il n'est pas présent. Filippo Ganna, il n'est pas présent. Qui est-ce qu'on a d'autre qui est pas présent parmi les gros ouais, donc Bisseguer. ouais, Bissegger pas présent, donc voilà, il y a Brandon McNulty pas présent, donc il y a beaucoup de Affini, il est pas là, je Affini, il est crois. pas là, donc voilà, tous des coureurs qui ont brillé l'année dernière hein, sur le contre-la-montre qui brille. Wout van Aert, il n'est pas présent non plus, donc il y a beaucoup de coureurs cette fois-ci qui se sont dit, bah attends, il y a un championnat d'Europe une semaine après, et que cette fois-ci le chrono, il est tout plat. Bah, je vais sûrement pas faire le déplacement au Rwanda pour de toute façon exploser dans les bosses et face à des purs rouleurs comme Evenepoel ou Tadej Pogacar, j'ai aucune chance. Donc voilà, des machines à rouler comme Ghana, comme Tarling, comme Bissegger, comme Affini qui sont des top coureurs de chrono. Vous ne les verrez pas cette année parce qu'effectivement, ce chrono des mondiaux, c'est sûrement le chrono le plus difficile d'un championnat du monde qu'on ait vu depuis longtemps. Et Mm. Poppy, je te laisse nous décrire ce parcours homme qui est, bah voilà, Ouais. ça va pas être une mince affaire pour aller chercher le titre. Hein. Non. Non, clairement, un chrono qui avantage pas du tout les rouleurs et c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Alors, on a un parcours qui est très similaire hein, au parcours féminin. Finalement, le départ est le même, sauf qu'on va aller un petit peu plus loin après avoir passé la côte de Nyanza. Et au lieu d'avoir chez les femmes, c'était 4,1 km à 3,1%, et bah chez les hommes, on va aller la reprendre depuis plus loin. Donc, on aura 6,6 km à 3,5%. Donc, on aura 2 km de plus 2 km et demi de plus à faire sur cette côte. Ensuite, une autre petite côte qu'on viendra passer, la côte de Pige, je pense que ça se dit comme ça. 2 km à 6%, et puis on rejoindra la dernière difficulté, donc Kimiurura, pardon. 1,3 km à 6,3% pour un parcours total de 40,6 km et 680 mètres de dénivelé positif. Voilà, juste un petit peu plus allongé chez les hommes. Donc une plus grande partie en descente finalement, une plus grande montée et puis une bosse en plus. Voilà un petit peu ce qui nous attend pour le parcours masculin. Ouais, et puis pour ajouter à ça, les 500 derniers mètres sont à 6-7%. Donc voilà, Oui, c'est non ça va répertorié, puncher. mais quand t'es cuit au bout de 40 km, Ah oui, voilà, donc moi je trouve que c'est un vrai beau chrono, hein, un vrai beau parcours de ouais. contre-la-montre, une distance qui est assez respectable. Hein, alors effectivement, on n'est plus sur les distances d'il y a 20 ans où on faisait des 60 bornes, mais 40 km, voilà, ça va se faire
en pas loin je sais pas combien ils vont rouler là-dessus, mais une bonne cinquantaine de Oh, une minutes heure, avec une les. heure 5, une heure. Ah, Ah tu ouais? penses? Ah, je sais pas, 40, plus de 40 de moyenne quand même? Ah ouais. Ah, je sais pas. Ouais, si, non, mais Ah si. si, En fait, je sais pas, je. au chrono, Ouais, si, 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 quand ça va même. rouler à Si, plus de si. 40 de Ouais, si, moyenne. Non, si. pour moi, une Ouais, ça cinquantaine va être de 55 50 minutes, minutes. tu vois. Ouais, si, si. Alors, ceux qui sont spécialistes des vitesses, voilà, qui savent calculer tout à fait bien ça, dites-nous en commentaire à combien vous voyez se jouer le chrono. Mais en tout cas, voilà, ça reste des bosses qui sont roulantes, notamment la côte de Nyanza. Alors, c'est clair que ça va faire mal, parce que certes, c'est 3,5%, mais c'est quand même près de 7 bornes de montée, quoi. Donc, voilà. En fait, je pense que c'est des côtes qui empêchent pas du tout de prendre le vélo de chrono. Il n'y a rien d'extraordinairement difficile, mais ça va quand même faire mal. Et c'est clair que des mecs comme Tarling, comme Bisseger ou comme Affini n'auraient eu vraiment aucune chance face justement à Ouais. des mecs qui leur sont peut-être inférieurs sur un contre-la-montre plat, mais ils ont pas une marge énorme sur ces mecs-là. Et je pense pas notamment à un mec comme Tadej Pogacar, dont on va reparler après, qui est capable de reprendre tellement de temps sur des ascensions que ça valait vraiment pas la peine du coup cette année de venir et se voler mieux se concentrer sur le championnat d'Europe qui sera bien plus accessible aux purs rouleurs. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur le parcours, Poppy? Non, pas forcément. Juste pour rebondir sur le vélo de chrono. Je sais pas, est-ce que tu veux un vélo plus léger, sachant qu'il y a quand même pas mal de parties en descente sur ce chrono? Ouais, non, Je sais pas. ils vont prendre un vélo classique qu'ils ont pour les Ouais, chronos mais je pense aussi. habituellement. Enfin, ça reste des mecs, ils sont tellement forts que 2 km à 6%, ils vont envoyer la bracasse, hein, ils vont même pas se mettre ils vont Ouais. pas changer de position. Après, à voir sur la partie Un pavée. braquet à 60. Non, mais à voir sur la partie pavée comment ça peut jouer. Mais quand tu vois que maintenant, pour monter paix ressources sur le Tour de France, on part avec des vélos de chrono. Non, non, ils vont prendre les vélos traditionnels parce qu'effectivement, il y a quand même des portions où il faudra être un excellent rouleur. Je te liste un petit peu déjà alors, les inscrits à date, alors normalement, c'est à peu près une liste assez définitive là, à 2 jours et demi du départ, mais voilà, bon, évidemment, Remco Evenepoel, double champion du monde, champion olympique du chrono, il sera là pour défendre son titre, mais il y a du très très beau monde qui est présent, à commencer par Tadej Pogacar, Primoz Roglic, la doublette slovène donc qui sera présente, côté mexicain, celui qui est en train de tout dégommer actuellement, Isaac Del Toro, Jay Vine qui a failli battre Filippo Ganna Ouais. sur un contre-la-montre tout plat sur la Vuelta, Timen Arensman qui a fait des épopées de fou au Tour de France, voilà, et puis derrière voilà, on a un rouleur comme Stéphane Kung, Luke Plap également, qui quand il Ah, veut le rouler, club. ça va très vite, le champion du monde espoir Ivan Romeo, voilà, Mauro Schmidt, Raoul Garcia Pierna, enfin, ouais, il y a quand même Mattia Cataneo qui est souvent top 10 des chronos des Manu mondiaux, Sheffield. Sobrero, Vermersch, voilà un petit peu. Et plus de ça, on a deux coureurs de l'équipe de France qui viennent d'être annoncés il y a 2-3 jours par Thomas Vauclair. Bruno Armirail, bon bah on s'en doutait, Bruno Armirail qui va doubler avec le chrono des championnats d'Europe. Et on s'y attendait depuis qu'on savait que Kevin Vauclair blessé ne pourrait pas défendre ses chances. C'est Paul Sexas qui a fait troisième des championnats de France cette année du contre-la-montre sur un parcours plat qui, à 18 ans, hein, sera là également pour défendre les chances de l'équipe de France. Donc voilà, mais je trouve que même si on n'a pas il manque à l'appel 3-4 purs rouleurs. Il y a quand même du beau monde sur cette édition. Ça n'a pas forcément été boudé. Moi, je trouve qu'un mec vraiment qui avait ses chances et qui est pas là, et c'est incompréhensible pour moi, c'est un Brandon McNulty. Vu la forme qu'il tenait, par exemple, à Mm. Grand Prix de Montréal, c'était clairement un candidat affirmé au podium, et c'est dommage qu'il soit là. Mais à part lui, pour le reste, tous ceux qui logiquement devaient être présents sur ce contre-la-montre sont là. Oui, oui, on a les noms. Alors, on n'a pas les plus gros noms du contre-la-montre, hein, bien évidemment, mais on a les noms par rapport à cette épreuve qui, pour moi, sont les grands favoris depuis l'annonce de ce parcours. Ça, c'est clair, on l'a dit ici, un mec comme Ghana sur un parcours comme ça, bon, bah, je pense qu'il sort complètement du podium. Mais voilà, on va avoir évidemment la grosse bataille Evenepoel-Pogacar. Ça va être extrêmement intéressant. Et derrière, beaucoup de mecs concurrents au podium, hein. Il y a vraiment là aussi une très belle bataille qui risque de se faire. Et franchement, autant pour les deux premières places, je pense que sans trop se mouiller, on peut dire que ce sera entre Pogacar et Evenepoel, mais autant pour la troisième place, Oh, je suis qui va venir. pas. On en reparlera. Moi, je suis pas définitif là-dessus. Ah!
Oh là Ah là. ouais, alors, ok. Ok, Mais ok. alors évidemment, l'affiche de ces mondiaux, et c'est pour ça que je pense qu'on va regarder tout ce dimanche, c'est forcément Remco Evenepoel qui est actuellement le meilleur rouleur de la planète, hein. Je rappelle, il a Mhm. gagné les 2 dernières éditions du championnat du monde. Remco Evenepoel à 19 ans, c'était déjà une médaille sur les championnats du monde. Donc voilà, c'est celui qui... Remco Evenepoel, c'est très simple, hein. Cette année, alors qu'il n'était pas forcément dans sa plus grande année, dès qu'il y a eu un chrono, à part le prologue du Tour de Romandie, mais qui était sur 4 kilomètres. Derrière le chrono du Tour de Romandie, il l'a gagné. Le chrono du Dauphiné, il l'a gagné. Le chrono du Tour de France, il l'a gagné. Donc sur les 3 vrais chronos qu'il a À fait, plat. il a gagné les 3. Voilà. Donc c'est forcément le grand favori, Remco Evenepoel. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que Tadej Pogacar, qui jusqu'alors n'a jamais brillé sur des contre-la-montre de championnat du monde, est-ce que pour toi cette année, il peut devenir le favori et tout simplement, est-ce que pour toi, il peut battre Remco Evenepoel sur ce contre-la-montre? Oui, moi je pense qu'il peut pour deux raisons. Déjà, la première, pour moi, c'est que il a un certain ascendant sur Evenpool psychologique là cette année. Voilà, Remco est pas du tout dans sa meilleure saison. Il a des résultats certes en contre-la-montre où il est très très fort, mais on rappelle que sur un contre-la-montre en montée, il s'est fait complètement atomiser par Tadej Pogacar. Alors certes, il n'était pas en forme, etc. On le sait, mais il a abandonné sur ce Tour de France, etc. Mais mine de rien, ça te met quand même une belle mine. Et puis tout simplement, voilà, il est pas du tout dans la forme, dans sa meilleure saison. Et deuxième raison, je pense que voilà, Pogacar, s'il s'aligne sur ses contre-la-montre, on sait, c'est Tadej Pogacar, il s'aligne pas sans raison. Moi, je pense que Tadej Pogacar, cette année, il vise clairement un doublé contre-la-montre et épreuve en ligne. Il veut marquer l'histoire, il a envie, encore une fois, de rentrer un petit peu plus dans l'histoire du cyclisme, même dans l'histoire du sport, être champion double, enfin être champion du monde du chrono et de la course en ligne la même année. Alors là, me demandez pas quand c'était la dernière fois que c'est arrivé, car je ne le sais pas. Euh, Non, j'ai pas de souvenir, mais on regardera. parce que 2022, quand Remco est champion du monde de la Non, course c'est en ligne, Tobias Foss qui est c'est Tobias Foss, ouais. incroyable. Mais ouais, Donc, c'est Tobias Foss. donc c'est fou. Non mais voilà, donc je pense que Thaï, il vient avec ces ambitions-là. Le parcours, ça lui convient, hein. Il va pas faire trop chaud. Il y a des bosses explosives qu'il faut grimper. Il y a de la montée. Alors certes, pas de la montée extrêmement compliquée, mais bon, Tadej Pogacar, c'est quand même un excellent rouleur. Enfin, on le sait très très bien. Sur un chrono qui montait un tout petit peu, je crois, il avait failli battre Filippo Ganna ou même il le bat. Alors Il je le sais bat plus sur où le Giro c'était. l'année dernière. Il le bat. Ouais, je crois que c'était ça. Voilà. Il le Il y a une bat. toute petite Il lui montée met au 16 milieu et secondes, il lui met 16 secondes alors qu'il avait voilà. avant la montée une vingtaine de secondes de retard et à l'arrivée, il met 16 Et secondes à Ghana, Ghana. on parle du Ghana qui a accroché Pogacar dans le pot de jeu sur Milan-San Remo, quoi. Donc c'était un très très bon Ghana. Donc ouais, voilà, c'est et puis en plus il y a de la descente. Pogacar en descente, bah voilà, c'est un excellent descendeur. Tadej Pogacar. Et je pense qu'avec voilà, il y a du challenge, un nouveau parcours. Une région dans laquelle Tadej Pogacar n'a jamais roulé aussi. Voilà, c'est le genre de défi qui plaise à Tadej Pogacar. Et pour moi, clairement, je le vois vraiment prendre la première place de ce chrono et de battre Remco Evenepoel. Et voilà, pas Tadej Pogacar, pour moi, c'est le favori numéro un. Il est devant Remco. Mais par contre, Titien, là, on va pas être d'accord. Je pense que Remco fera deux, quoi qu'il arrive. Et je vois pas comment Remco peut sortir du top 2. Non, alors effectivement, on va pas être d'accord. Pour moi, Remco Evenepoel peut pas être battu sur ce contre-la-montre. Il est trop fort. Ah. Pour moi, il y a le Tadej Pogacar contre-la-montre qui bénéficie de son excellente récupération et de sa dynamique sur les grands tours. Et il a toujours bien réussi les chronos sur les grands tours. Jusqu'à aujourd'hui, alors même si Tadej Pogacar, il fait que progresser d'année en année, Tadej Pogacar, c'est quand même il a jamais réalisé des grands chronos des championnats du monde. Alors je pense que cette année, ça va être le cas. Est-ce que ce sera suffisant pour battre Remco? Remco sur le Tour de France, il était vraiment pas bien, il était vraiment pas dans sa grande forme, et pourtant il tape quand même Tadej Pogacar sur le chrono du Tour de France. Remco, il est quasi plus battu aujourd'hui maintenant sur des contre-la-montre, donc ce serait un énorme camouflet hein, pour Remco Evenepoel d'être battu sur ce contre-la-montre. Alors oui, il y a des montées, mais Remco Evenepoel, c'est pas non plus... Alors t'as des Pogacar, c'est le meilleur grimpeur du monde, mais Remco Evenepoel, c'est loin d'être un peintre. Et puis surtout, est-ce que Remco Evenepoel a pas réussi à retrouver un deuxième souffle après son Tour de France difficile? Effectivement, il a pas une saison ultra dominante, mais on le voit que même Remco Evenepoel, quand il est pas incroyable, il y a ses facultés en contre-la-montre qui reprennent le dessus. Et ce contre-la-montre, oui, il est difficile, mais tu vois, pour moi,
sur la côte de Nanza qui fait 6,6 bornes à 3,5%. Remco Evenepoel, il va monter tout ça en puissance, aérodynamique, etc. Tu m'aurais dit qu'il y avait vraiment une grosse bosse de 5 bornes à 8% à col, quoi. J'aurais revu un peu mon jugement. Mais là, je trouve que oui, il y a des bosses, mais c'est pas des bosses qui peuvent permettre, je trouve, à Tadej Pogacar de reprendre assez de temps à Remco Evenepoel et derrière les longues parties faux plat descendant ou faux plat montant. Je pense que Remco Evenepoel, ouais, il va faire très mal à tous ses adversaires. Je pense qu'il a bien préparé son affaire, hein. Il a quand même fait une pause de 1 mois et demi après le Tour de France, là où Tadej Pogacar, voilà, a fini ce Tour de France un petit peu usé, etc. Ouais, moi non, je pense que Remco Evenepoel va rester le maître du chrono, mais que Tadej Pogacar va réaliser son meilleur chrono de championnat du monde sur ce parcours et terminera sur le podium. Mais je dis pas, je sais pas encore à quelle place, mais voilà, je vois Remco l'emporter. Je sais pas ce que Ok, on n'est pas d'accord, hein, mais ouais, tout à moi fait. je vois Remco. Du coup, tu vois Ce, Tadej Pogacar deuxième quand même ou? alors, pour toi, les deux vont être sur une autre planète et il n'y a aucun Ouais. coureur dans la start list que tu les vois s'approcher. Non, non, alors, non, je vois pas en fait. Genre, pour moi, ils sont vraiment sur une autre planète, tu l'as dit, hein. Alors, ouais, il y a des gars qui font plaisir, tu vois. Genre, le duo australien Vine-Plav, ça peut être intéressant. Des mecs comme Primoz Roglic ou Ivan Romeo, etc. Mais pour moi, ils sont quand même largement un cran au-dessus des autres. Je vois pas comment on peut leur enlever les deux premières places, sauf incident mécanique ou etc. Mais voilà, j'ai du mal à voir qui peut venir chercher Tadej Pogacar et Remco Evenepoel sur un chrono de championnat du monde. Franchement, j'ai du mal. Toi, t'as Bah, un nom qui te vient en tête ah là? ouais, bah moi, je pense qu'on va avoir une énorme surprise avec Jevine. Ouais. Franchement, je C'est mon pense troisième que homme. ça peut être la grosse surprise. Pour moi, c'est le troisième homme. Alors, ce serait déjà un super résultat qu'il soit troisième. L'année dernière, Jevine, il finit quatrième, cinquième. Mais il faut pas oublier que Jevine, l'année dernière, il subit une lourde chute dans la dernière descente du parcours. Sinon, Jevine, il était en lutte et largement pour être troisième. Et juste la dernière, Remco Evenepoel, il bat Filippo Ganna de 6 secondes. Et derrière a fini, il est troisième à 54 secondes. Mais Jevine, il allait finir vraiment troisième du contre-la-montre à moins de 30 secondes de Remco Evenepoel. Quand je vois ce parcours avec ses montées, Jevine tellement il était fort sur la Vuelta et ce chrono de la Vuelta, le chrono il était tout plat, hein, 12,7 km tout plat, mais Jevine il finit dans le même temps que Filippo Ganna. Sur un chrono qui, moi, jamais je m'étais dit que sur un chrono tout plat comme ça, Jevine il allait réaliser une telle performance. Donc, en plus, lui, il a pas couru tous les jours à fond, il a fait son travail d'équipier, il est allé chercher 2 victoires, il est allé chercher le maillot à poids, mais je pense qu'il sort encore en frais de cette Vuelta qu'il a bien lancé, Jevine. Il y a toujours un mec qui sort une perf sur un championnat du monde. L'année dernière, Eduardo Affini, je pense que personne l'attendait pour être sur le podium. Il a vraiment réalisé une grosse performance. Tobias Foss avait gagné, etc. Donc, ouais, il y a toujours un mec qui sort un gros truc. Pour moi, cette année, ce sera Jevine. Alors, de là à dire qu'il ira battre Remco Evenepoel, j'en suis pas encore à là. Mais je pense que Jevine sera sur le podium et je pense que ça peut être vraiment une lutte à 3. Et bah, si je te donne mon avis, enfin, si je donne un prono qui est peut-être un petit peu osé, je mets même Jevine deuxième entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Ok, moi je vois quand même Jevine troisième, je suis C'est d'accord c'est avec mon toi. sentiment, après, voilà. Mais je vois quand même. Bah, moi, je vois Pogacar premier, Evenepoel deuxième et Jevine troisième. Ouais, ouais, non, mais du coup, bon, je pense qu'on a les trois mêmes, mais je pense que ce sera plus serré que ce qu'on croit entre Jevine et les deux autres. Et ouais, je sais pas, je sens la grosse perf arriver. Ok. Voilà, c'est La un perte de sa sentiment. vie. Bon, derrière, on a quand même une liste de coureurs voilà, qui peuvent jouer, mais Oui. il y a personne que tu vois derrière. Enfin, moi, en tout cas, il n'y a aucun des autres coureurs de la Startist que je vois approcher ces trois-là. Pour moi, le podium, sauf énorme surprise, ce sera celui-là, hein. Ouais, je suis d'accord. Et peut-être que quatrième place, est-ce qu'on n'aurait pas un petit Armirail qui viendrait se glisser là ou un petit Sexas? Moi, j'ai vu les C'est dernières dur, courses. hein. Alors, c'est pas un spécialiste du contre-la-montre, mais il a déjà fait deux trois chronos plus que corrects. Et vu les dernières performances d'Isaac Del Toro, je sais pas combien il y a de victoires cette année, mais c'est l'homme de l'été, Isaac Del Toro, hein. Enfin, même si c'est sur des courses en second plan, mais il est trop fort, quoi. Il est trop fort. Il gagne le Tour de Burgos. Là, il a gagné
il y a eu quoi? Il y a eu 5 semi-classiques italiennes la semaine dernière. Il en a gagné 4 sur 5. 4. 4 sur 5. Non, mais enfin, moi j'ai vraiment l'impression, et j'en ai parlé dans l'émission que j'avais fait solo il y a quelques jours, qu'on allait affaire un petit peu à un Pogacar nouvelle génération, quoi. Il est trop fort. Et je me dis, alors effectivement, c'est pas un spécialiste du contre-la-montre, mais sur la forme du moment, sur le fait que ce chrono va être vraiment un chrono pour homme fort, avec des montées, etc. Isaac Del Toro, par exemple, il a déjà fait. J'ai souvenir de Del Toro sur. Alors, c'est un Tour d'Algarve, hein, mais l'année dernière, je crois qu'il avait fait dans le top 5 du contre-la-montre du Tour d'Algarve. Attends, je vérifie. Mais ouais, il avait fait quatrième du contre-la-montre du Tour d'Algarve, Isaac Del Toro, à seulement une trentaine de secondes de Remco Evenepoel, quasi dans le temps de Stefan Kung, etc. Donc, quand il est en grande forme et qu'il veut, Isaac Del Toro, il peut. Donc je le vois pas titiller le podium qui est pour moi injouable, mais Isaac Del Toro, je le vois dans le top 5. C'est moi en tout cas je vais le suivre sur ce contre-la-montre parce que il est trop fort et ce sera aussi un des mecs qu'on verra sur la course en ligne, je pense. Ok. Moi je vois bien un Français quand même dans le top 5. Ah bah j'ai pas lequel, mais ah c'est que ça mais va tu vois être Del Toro, je le ferai pas rentrer dedans non plus. Ok. Je pense à des mecs qui ont plus d'expérience que lui, tu vois, genre je sais pas, un gars comme tu vois Luc Plapp, ça me plaît bien par exemple Luc Plapp, aussi. c'est pas mal aussi. Mais c'est pareil. J'aime Lui bien. tu sais jamais. Oui, voilà, c'est tout ou rien. Tu vois, sur le Tour de France, excellent en chrono. C'est vrai. Mais derrière, il peut complètement se ramasser sur un autre chrono. Donc, typiquement, au Tour de Romandie, tu vois, il est pas là du tout. Mais voilà, c'est Luc Plapp, quoi. C'est tout ou rien parfois. Donc, on verra, on verra. Mais ça peut être aussi une bonne carte. En fait, si dans un bon jour, Luc Plapp, pour moi, il peut clairement approcher le podium. De là à monter dessus, je pense que Jevine est quand même un petit peu plus fort. Mais clairement, Luc Plapp, s'il est en forme, c'est top 5 quasi sûr, pour moi. Ouais, Et voilà, après, pourquoi pas. Tu vois, par exemple, je crois moins en des mecs comme Stefan Kung, tu vois, qui pour moi, c'est un petit peu trop dur pour lui. Même Magnus Sheffield. Ouais, c'est des mecs pas en forme en plus, hein. Sheffield. J'ai fini d'avoir de l'effort sur Magnus Sheffield, on va dire. Mais voilà, en vrai, c'est pour moi ceux qui s'en sortent un petit peu le mieux. Ouais, et puis Tonton ouais. Primoz, en vrai, bon. Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est un petit mais... peu là. C'est intriguant. Il a été un peu rajouté de dernière minute à cette start list, Ouais. Primoz Roglic. C'est vrai que. Alors, Primoz Roglic, il est quand même champion olympique en 2021 sur la course de Tokyo, qui était un contre-la-montre plutôt difficile également, hein, Primoz Roglic. Après, quand on voit le Primoz Roglic qu'on a eu cette année, moi, je miserais. Enfin, je partirai pas dessus en tout cas parce que franchement, il a rien montré cette année depuis son Tour de Catalogne. Mais attention à Toto Primoz, qu'on ne sait jamais. C'est hein. ça. Voilà, on n'en parle pas et en fait on va voir au deuxième pointage intermédiaire qui sera à 15 secondes de la tête. Mais tu vois, je suis sur le parcours des Jeux Olympiques de 2021, donc c'était à Tokyo, et c'est le même parcours. Grosso modo, c'était 44 km, là c'est 41, et il y avait 3 côtes sur ce parcours, pareil, des côtes qui font 2 bornes à 6%, 2 bornes à 7%, etc. Et c'est un parcours où Primoz Roglic avait mine de rien maté Tom Dumoulin, Rohan Dennis, Stefan Kung, Filippo Ganna. Et il leur avait mis plus d'une minute. Il avait écrasé tout le monde. Donc Primoz Roglic, c'est un contre-la-montre qui lui convient parfaitement. Maintenant, voilà, c'est un énorme pari. Tu vois, moi, il est à 1000 à Cycling Fantasy. Primoz Roglic, je vais pas partir dessus parce que au vu de sa saison... encore une fois, il peut créer la surprise et aller chercher un podium. Mais ce serait vraiment une très très grosse surprise au vu de son année, quoi. Oui, après Tokyo, faut aussi un peu, enfin pour moi, faut aussi un peu remettre le contexte. Hein. Il sort un Tour de France qu'il abandonne avant de se lancer dans une Vuelta qu'il va gagner. Donc clairement, je pense oui, qu'il est c'était pas le même coureur, c'est sûr, voilà. c'est sûr. Mais Roglic dora grand jour, on ne peut pas ignorer le nom, ça c'est clair. Voilà, mais on peut pas de base le placer comme ça sur le podium parce qu'il n'y a pas de certitude sur Primoz Roglic. Et t'avais entamé sur les Français, on peut peut-être finir sur eux. Donc on a 2 Français, Bruno Amirail et Paul Sexas. Moi, c'est vrai que Bruno Amirail dans le top 5, ça me titille, quoi. Je me dis, il a passé un vrai cap sur les contre-la-montre, encore 4e de celui du Tour de France. Là, sur la Vuelta, je crois qu'il finit 4e aussi du contre-la-montre sur la Vuelta, ou 3e même. Donc voilà, il fait... non, 4, je crois. 4. Donc, il fait 7 premiers et 4 deuxièmes. Ok, donc c'est ça, Bruno Amirail. Donc il fait 4e du chrono de la Vuelta, 4e du chrono du Tour. Donc voilà, ce qui ferait pas 4e du chrono de ces championnats du monde, comme tu as dit, pourquoi pas. En tout cas, c'est clair que
Voilà, il est jamais aussi fort qu'après un grand tour, Bruno Amirail. Est-ce qu'il est pas trop fatigué de sa saison? C'est à voir aussi, mais j'ai trouvé sur la Volta qu'il avait encore pas mal de jus, donc s'il a bien su Et récupérer et il bien bat sûr Stéphane Kung compensé, sur le chrono, ouais, hein. ouais, non, mais c'est pour ça que Bruno Amirail, voilà, j'ai plus envie de miser sur lui pour un top 5 que pour Paul Sexas, tout simplement, parce que Sexas, s'il fait top 5 à 18 ans, avec la concurrence, c'est phénoménal pour moi. Ce Ouais. serait phénoménal. Ouais, je suis d'accord. Et puis c'est la première expérience d'un parcours exigeant comme ça. C'est clair que oui, il fait troisième aux France, mais c'est pas le même parcours, etc. Donc Mais par contre, c'est que ça, qu'est-ce que t'en attends? Parce que moi, je me dis que finalement, tu vois, je me dis que Pogacar, Evenepoel, Roglic, Del Toro, Vine, et puis Armirail, ça peut être au-dessus, mais derrière, franchement, quand je vois des Romeo, Sheffield, Van Wilder, Arensman, moi, je serais pas du tout étonné qu'on ait un Paul Sexas déjà qui soit 7, 8e de ce contre-la-montre. Alors, je n'en voudrais pas du tout s'il le fait pas, mais vu ce qu'il a montré cette année, si Thomas Vauclair l'a amené sur le chrono, c'est quand même pas pour rien. oui. Moi, ce serait pas une énorme surprise que Paul Sexas nous fasse une grosse performance et fasse dans les 10 de ce contre-la-montre. Ouais, sachant que pour moi, Paul Sexas, ce sera pas du tout une carte à jouer sur la course en ligne, hein. Pour moi, le parcours est trop long et trop exigeant pour lui à son âge. Donc clairement, ça a grosse chance d'aller sur ses chronos. Je pense qu'il va jouer sa chance crânement, franchement. Il va se faire plaisir. Il va aussi prendre l'expérience d'une première grosse course, d'un premier championnat du monde. Et puis voilà, hein, c'est de l'expérience à acquérir, c'est de l'expérience à engranger. Face aux meilleurs de la discipline, clairement, là, pour moi, si t'es dans le top 5, c'est exceptionnel. Et si t'es dans le top 10, c'est une très belle perf, hein. Clairement, voilà, s'il accroche des mecs comme des spécialistes comme, je sais pas, des Kung, etc. Ouais, ouais, même si Kung n'est pas forcément très en forme, mais bon. Mais tu vois, s'il accroche des Kung ou qu'il a une vingtaine de secondes que des mecs comme Jevine, Luc Plap, etc. Ouais, ça sera un bon chrono. Mais je m'attends vraiment à quelqu'un qui vient jouer crânement sa chance, qui vient découvrir et surtout qui vient s'amuser sur ça, hein. Avoir la chance d'être sélectionné, ça arrive pas tout le temps. On sait pas non plus de quoi l'avenir est fait, même si l'avenir de Paul Sexas c'est quand même promis à de belles choses. Voilà, je lui souhaite absolument pas de malheur, mais tu sais toujours jamais comment ça peut évoluer sportivement. Donc voilà, je pense qu'il va saisir crânement sa chance et en tout cas, il se donnera à fond pour moi, vu que sur la course en ligne, c'est pas du tout notre carte numéro une. Tout à fait. Bon, bah finalement, l'heure a bien avancé. Donc, je te Oui, propose tout qu'on à passe fait. On a des choses à rapidement, dire. qu'on fasse un rapide tour sur les espoirs. Ouais, Chez les espoirs hommes, alors on fait pas le parcours, mais c'est à peu près le même que celui c'est même que je suis des femmes. des femmes. Bon, voilà. Moi, je trouve qu'on a quand même un gros favori, c'est Jakob Soderquist, bah, qui est déjà, lui, qui est un petit peu plus, qui est un peu vieux finalement, hein, pour être chez les espoirs, quoique. Il a 22 ans Il déjà, a- Jakob ouais. Soderquist, mais lui, c'est un pur spécialiste du contre-la-montre. Après, attention au gabarit, Ah, hein, quand même, hein. non, mais voilà, un sacré gabarit. Alors, est-ce que les côtes vont le freiner ou pas? Je suis pas sûr. Je trouve quand même qu'il est tellement. Voilà, cette année, quand je suis allé voir un peu ses résultats, bah, tu vois, notamment sur le. Il y a eu le Tour du Danemark, là, au mois d'août. Il tape quand même Alex Segart, Mats Pedersen, Søren Warrenschott, Mathias Kjelmose, qui sont tous des beaux rouleurs en chrono. Donc, Soderquist, ça m'a l'air d'être une grosse bête, une grosse brute à rouler. Et bah, comme on l'a pas dit en début d'émission, on s'était dit en off, cette année, tous les coureurs, les jeunes coureurs qui font partie d'une équipe World Tour ne peuvent pas courir en catégorie espoir aux mondiaux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de coureurs, bah, je pense que enfin, des Ivan Romeo, il aurait pu, des Alex Segart, ils auraient pu concourir, hein. Même Paul Sexas, s'il y avait eu toujours cette règle, à mon avis, il aurait fait les chronos en espoir. Ils y seront pas tous ces coureurs-là, même Nordagan, il y sera pas, etc. Donc ouais, je trouve que finalement, du coup, la start list est un peu plus faible, hein. Alors, il y aura Widar, il y aura Lorenzo Finn. Mais je trouve que je suis pas sûr que le parcours soit assez dur pour que des mecs comme ça battent Jakob Soderquist sur ce contre-la-montre. Donc, moi, je partirais plutôt sur lui, sur cette course en ligne, sur ce Ouais, chrono ouais. espoir. Ouais, évidemment, c'est vraiment le profil, c'est le bon rouleur. Après, il a un gros gabarit, mais est-ce que son gros gabarit viendra lui porter préjudice face à la concurrence? Je suis pas sûr. Je pense que quand même, je pense que Soderquist a de quoi aller chercher la victoire et qui fera je pense quand même qu'il mettra des gros écarts sur les parties plates, même sur les, entre guillemets, les faux plats roulants, hein, à 3%.
Je pense qu'il ira quand même faire des gros écarts là-dessus. Ça sera difficile pour des mecs comme Finn ou Vidard d'aller chercher la gagne face à lui. Donc, ouais, pour moi, il a quand même la cote de gros favoris de la course. Après, c'est Ouais, tout à difficile. Enfin, fait. Je, ouais. je- je regardais chez les Français. On aura Maxime Decomble, voilà, Ouais, qui a fait un excellent tour de l'avenir, mais sinon, voilà, les chances françaises sur ce contre-la-montre. Après, Decomble elles est un, sont est faibles. un très très bon coureur, hein. Mais de là à battre Soderquist sur un contre-la-montre, ça m'étonnerait. Donc voilà, et puis chez les femmes, bah alors le parcours, alors est-ce que c'est le même parcours chez les femmes que chez les, C'est que un peu plus chez petit. les On a, hommes? on a une vingtaine de kilomètres chez les femmes avec Ouais, ok. une seule montée de la côte Nyanza et quand même on aura toujours la Kimirura. Donc voilà. Mais il n'y a qu'une seule côte à monter, 2,3 km à 5,8% et puis ensuite le mur final classique, 1,3 km à 5,9%. Ouais, bah là c'est pareil, hein, une Zoé Baxted spécialiste du Ouais, contre-la-montre sur cette distance, à mon avis, c'est oui. quand même la grande favorite. Elle a fait un chrono il y a pas longtemps là, où elle a battu des purs spécialistes comme Van Dyke notamment, comme Schweinsberger, etc. Même, ouais, voilà, c'était un chrono qui se faisait seulement 10 bornes, mais tu vois, même Vibus qui roule bien sur un chrono comme ça, elle finit à 30 secondes de Zoé Baxted, qui a l'air quand même d'être une excellente spécialiste de ce chrono. Alors je connais pas toutes les espoirs moi qui vont être face à elle là, mais des Marie Schreiber, c'est marrant, c'est beaucoup de coureuses qu'on retrouve sur le cyclocross Ouais. d'ailleurs, mais Marion j'ai Bunel l'impression aussi. que, ouais, exactement, mais tu vois, Marion Bunel, là pour le coup, il y a une seule côte, il y a une seule vraie côte en milieu de parcours, et sinon, Ouais, ça il doit être faudra quand léger. même envoyer la sauce, et là je pense que Zoé Baxted, voilà, Oui. voilà, je pense que toi aussi, hein, tu vois pas Ouais, ouais, non, d'autres mais oui. d'autres vainqueurs, ce sera là. Ah, elle gagne des chronos à plat au World Tour. Je pense qu'en espoir, ça devrait plutôt lui être favorable, hein, clairement. Puis c'est pas un chrono qui est non plus, enfin, beaucoup moins exigeant que ceux qu'on a vu juste avant avec cette fois-ci deux montées. Voilà, je pense que Zoé Bachette, elle va clairement faire la différence et elle va faire parler ses qualités de rouleuse et de rouleuse World Tour surtout. Tout à fait. D'ailleurs, oubliez pas, hein, normalement, si vous avez Eurosport Max, là, toutes les courses seront diffusées sur la plateforme. Et les mondiaux, c'est un peu ça aussi. C'est l'occasion d'aller voir des catégories de coureurs qu'on voit pas forcément tout au long de l'année, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, puisqu'on aura accès à toutes les courses élites, les courses espoirs et les courses juniors. Donc c'est aussi là qu'on découvre pas mal de coureurs et qu'on a des courses plutôt sympathiques, débridées. On en parlera quand on fera la preview des courses en ligne. Mais c'est une semaine pleine de cyclisme et Poppy, c'est toujours voilà, un spectacle qu'on aime voir dans toutes les catégories. C'est vraiment sympa. Ah oui. Ouais, belle intensité, beau programme de course aussi, puisque là, enfin, on a vraiment une semaine assez intense. Et puis voilà, de vous voir des belles batailles, de voir des beaux talents émerger, ça peut vraiment, en tout cas, aller jeter un œil sur ces courses, même espoir et junior, parce qu'on peut vraiment avoir des super batailles avec des coureurs très intéressants. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Poppy, d'avoir participé à cette Avec émission. plaisir. On verra si dimanche, on vous fait une petite émission débrief de ce qui sera passé des courses femmes et des contre-la-montre femmes et hommes qui auront lieu. Et puis sinon, dans tous les cas, on est sûr de se retrouver la semaine prochaine, sûrement vers le milieu de semaine, pour la grande preview des courses en ligne de ces mondiaux. Évidemment, on vous remercie de liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça nous permet d'être mieux recensés, de toucher plus de monde, etc. Comme vous le savez, voilà, ça nous soutient également. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Radio Fringale, bah, n'hésitez pas à le faire. Ça aussi, c'est top. On est maintenant à plus de 4000 abonnés, ça progresse super bien. Et surtout, bah, pensez à commenter cette vidéo. Donnez-nous vos avis. Qui pour vous va gagner? Est-ce que Pogacar va exploser Remco? Est-ce qu'au contraire, Remco va montrer qu'il est le roi? Qui va gagner chez les femmes, etc. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse échanger là-dessus en commentaire. Poppy, merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, on Merci se beaucoup, retrouve Titien. très très bientôt pour une Tout à nouvelle fait. émission. Avec grand plaisir, évidemment. Bon, bah, tout à fait. Et en attendant, bah, si vous, voilà, alors, il fait noir le soir de plus en plus tôt, mais si vous voulez aller rouler, et puis bien sûr, le week-end également, il fait pas encore trop N'hésitez froid, pas. etc. Donc, c'est l'occasion de Posez toujours des aller, jours, aller posez des rouler. heures et Voilà, foncez. exactement. Faites-le, vous allez rouler le matin, là, et puis l'après-midi, comme ça, vous regardez les épreuves des mondiaux. Et en tout cas, si vous allez rouler, bah, n'oubliez pas de vous alimenter parce que la fringale guette. Allez, ciao, ciao! Des bisous à tous et allez Romain Bardet.